Le tintement des verres se mêlait au chuchotement du petit bistrot de Montparnasse, tandis que j'essayais de paraître détendue face à Louis. Mon fils de 17 ans touillait distraitement son bœuf bourguignon, évitant mon regard comme il le faisait toujours depuis le divorce. La pluie fine battait contre les fenêtres embuées, créant un rideau de gouttes qui déformait les lumières jaunes de la rue. L'arôme d'ail et de vin rouge flottait dans l'air tiède du restaurant, mais ma gorge était sèche de nervosité. Je voulais désespérément renouer avec mon fils, briser ce mur de silence que nous avions construit ces dernières semaines. « Comment se sont passés les cours aujourd'hui ?» demandai-je, forçant un sourire en coupant mon saumon. Il marmonna quelque chose à propos des maths, et je sentis cette piqûre familière de tristesse dans ma poitrine. C'est alors que mon téléphone vibra sur la table en bois sombre. Le message apparut sur l'écran comme un éclair dans la nuit. « Levez-vous et partez. Ne dites rien à votre fils. » Mon sang se glaça instantanément. Il n'y avait pas d'expéditeur identifié, juste des chiffres aléatoires. Mes mains commencèrent à trembler imperceptiblement, tandis que je tenais l'appareil, essayant de décrypter ces mots menaçants. Louis continuait de manger, inconscient de mon changement d'humeur soudain. Discrètement, je balayais le restaurant du regard, cherchant des visages suspects parmi les couples qui dînaient paisiblement. Un serveur aux cheveux gris passa en portant un plateau. Un homme seul lisait Le Figaro dans un coin. Une famille discutait de leurs projets pour le week-end. Tout semblait absolument normal, mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas du tout. Je pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la panique qui montait dans ma gorge comme une bile amère. « Maman, ça va ?» La voix inquiète de Louis me ramena à la réalité. Il avait arrêté de manger et m'observait avec ses yeux verts qu'il avait hérités de son père. Je forçai un autre sourire, cachant mon téléphone sur mes genoux, tandis que mon esprit travaillait frénétiquement. À travers la fenêtre embuée, des silhouettes passaient rapidement sur les trottoirs mouillés de la rue de la Gaîté. Chaque ombre semblait une menace potentielle. « Je suis juste fatiguée, mon chéri. » Mentis-je, ma voix plus aiguë que la normale. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Je devais prendre une décision, obéir au message mystérieux ou l'ignorer complètement. Mais, et si c'était réel? Et si mon hésitation mettait Louis en danger? Mes paumes transpiraient, tandis que je feignais l'intérêt pour ma nourriture qui avait maintenant un goût de carton. Le tic-tac de l'horloge ancienne au mur résonnait comme un compte à rebours dans ma tête. Je me levai brusquement, renversant presque mon verre de vin rouge. « Il faut que j'aille aux toilettes », marmonnai-je, mais Louis fronça les sourcils, méfiant. Il connaissait mes manies mieux que quiconque. « Tu es bizarre, maman. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix portait cette méfiance adolescente mêlée à une réelle inquiétude. Je ne pouvais pas dire la vérité. Le message avait été clair à ce sujet. « Ce n'est rien, juste... Partons. Je ne me sens pas bien. » Je pris mon sac avec des mouvements précipités, tout en laissant quelques billets sur la table. Louis protesta, montrant son assiette encore pleine, mais j'enfilais déjà mon manteau. La panique montait comme une vague, menaçant de m'engloutir. Chaque seconde d'hésitation semblait une éternité. Quand je regardais par la fenêtre une fois de plus, une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue, moteur allumé. Quelqu'un au volant observant nos mouvements. Le froid nocturne de Paris nous frappa comme une gifle glacée lorsque nous sortîmes du bistrot. Louis marchait à mes côtés, protestant toujours contre notre départ soudain, mais je pouvais à peine entendre ses mots au-dessus du bruit de mon propre cœur battant la chamade. Les rues de Montparnasse étaient relativement vides pour un samedi soir. Seuls quelques passants pressés se protégeant de la bruine persistante. Je conduisis mon fils par la rue de la Gaîté en direction de la station de métro, essayant de paraître décontracté, tout en vérifiant constamment si nous étions suivis. Les talons de mes chaussures résonnaient sur l'asphalte mouillé, créant un rythme nerveux qui trahissait mon état d'esprit. « Maman,
tu me fais peur, murmura Louis, sa voix légèrement brisée. À ce moment, un deuxième message arriva, et quand je lus les mots sur l'écran lumineux, tout prit enfin son sens. Le passé sombre de mon ex-mari nous avait rattrapés. Dans la sécurité relative de la station Edgar Quinet, entourée par la foule anonyme des usagers nocturnes du métro, je réussis enfin à respirer. Louis restait silencieux, étudiant mon visage avec cette intensité qui me rappelait douloureusement son père. Le deuxième message avait révélé la vérité. Des enquêteurs liés aux affaires douteuses de mon ex-mari nous surveillaient depuis des semaines, attendant le bon moment pour prendre contact. Notre fuite improvisée avait déjoué leur plan, du moins temporairement. Je regardais mon fils, son jeune visage marqué par la confusion et l'inquiétude, et je réalisais que notre vie avait changé pour toujours. Fini les dîners insouciants ou les conversations banales sur l'école. Maintenant, nous affrontions ensemble un monde bien plus dangereux que je n'aurais jamais imaginé. « Je t'aime, Louis », murmurai-je en prenant sa main. Il serra la mienne en retour, et dans ce geste simple, nous scellâmes un pacte silencieux. Nous nous protégerions l'un l'autre, coûte que coûte. L'appartement de Saint-Germain ne m'avait jamais paru aussi vulnérable qu'à cette aube. Louis dormait sur le canapé du salon, refusant d'aller dans sa chambre après les événements de la nuit précédente. Je restais éveillée dans le fauteuil à côté, observant chaque ombre qui dansait à travers les rideaux fermés. Le vieux chauffage faisait des bruits métalliques qui me sursautaient constamment. Mon esprit ne pouvait s'empêcher de repasser les derniers mois, cherchant des signes que j'aurais dû remarquer. L'homme qui était toujours à la boulangerie quand je faisais les courses, la même voiture garée devant l'école de Louis, les appels silencieux que je recevais pendant la journée. Comment avais-je pu être si naïve? Philippe, mon ex-mari, avait toujours été discret sur ses affaires d'importation, mais je n'avais jamais imaginé qu'il puisse être impliqué dans quelque chose de dangereux. Maintenant, en regardant mon fils dormir inquiet, je réalisais que notre vie familiale avait été une illusion construite sur des fondations pourries qui s'effondraient enfin. À 6 heures du matin, le téléphone sonna. C'était Margot, ma sœur cadette, qui appelait de Lyon. « Claire, tu dois venir ici immédiatement !» dit-elle sans préambule, sa voix pleine d'urgence. « Philippe m'a appelé hier soir. Il se cache quelque part. Il a dit que vous étiez en danger. » Mes jambes flanchèrent en entendant cela. Si mon ex-mari était sorti de son silence présomptueux pour avertir de menaces, la situation était encore plus grave que je ne l'avais imaginé. Louis se réveilla avec ma conversation murmurée et me regarda d'un air interrogateur. Je lui fis signe de rester silencieux, tandis que Margot continuait. « Il y a des hommes qui vous cherchent. Philippe s'est mêlé à des gens très dangereux, Claire. Prends Louis et venez ici aujourd'hui même. » La réalité me tomba dessus comme une avalanche. Nous n'étions plus une famille ordinaire confrontée à un divorce difficile, mais les cibles d'une persécution qui pourrait nous coûter la vie. Louis entendit des fragments de la conversation et ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Maman, qu'est-ce que papa a fait ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, et mon cœur se brisa en voyant l'innocence arrachée de mon garçon petit à petit. Comment expliquer que le père qu'il admirait, malgré tous ses défauts, nous avait mis en danger de mort? Je m'assis à côté de lui sur le canapé, choisissant soigneusement mes mots. « Ton père s'est impliqué avec de mauvaises personnes, Louis. Nous devons aller chez tante Margot jusqu'à ce que cela se règle. » Il acquiesça gravement, montrant une maturité qui me surprit et m'attrista simultanément. Pendant que nous préparions une petite valise avec l'essentiel, j'expliquai que nous devions ressembler à une mère et son fils, faisant un voyage ordinaire. Pas de précipitation, rien qui n'attire l'attention. Louis ne prit que quelques livres et des vêtements, laissant derrière lui les jeux vidéo et les objets personnels qu'il considérerait normalement comme indispensables. À ce moment, je compris que mon fils avait grandi du jour au lendemain. Le voyage en train pour Lyon devait durer 2 heures,
mais chaque minute s'étirait comme une éternité. Nous choisîmes des sièges au milieu du wagon, loin des fenêtres, où nous pouvions observer les autres passagers discrètement. Louis feignait de lire un livre tandis que je feuilletais un magazine, tous deux hyper vigilants, à tout mouvement suspect. Un homme en costume sombre entra dans le wagon à la gare de Fontainebleau et mon sang se glaça. Il ressemblait à l'une des silhouettes que j'avais vues la nuit précédente. Mais il s'assit loin de nous et s'endormit bientôt, ronflant doucement. Ma paranoïa transformait chaque passager ordinaire en menace potentielle. Le paysage français défilait par les fenêtres, des champs verts parsemés de petites villes, le soleil matinal essayant de percer les nuages bas de l'automne. Louis me montra une église médiévale à l'horizon et commenta l'architecture gothique, essayant de maintenir une normalité au milieu du chaos que nos vies étaient devenues. Sa tentative de paraître insouciant m'émut profondément. Margot nous attendait, à la gare de Lyon-Part-Dieu, son visage montrant le soulagement de nous voir sains et saufs. Elle serra Louis avec une force maternelle. Elle n'avait jamais eu d'enfant et avait toujours traité mon garçon comme le sien. En voiture, tandis qu'elle conduisait dans les rues animées de Lyon, elle nous raconta ce que Philippe avait révélé lors de son appel désespéré. Il s'est associé à des importateurs d'armes illégales, Claire. Il pensait que ce n'était que de l'électronique de contrebande, mais il a découvert trop tard la vérité. Maintenant, ils veulent l'éliminer avant qu'il ne donne des informations aux autorités. Je sentis la nausée en imaginant comment notre vie domestique paisible avait caché cette sordide réalité. « Et nous ?» demandai-je, craignant la réponse. « Vous êtes le levier parfait pour le forcer à rester silencieux, » répondit Margot sombrement. « C'est pourquoi vous devez disparaître jusqu'à ce qu'il règle cette situation ou que la police le protège adéquatement. » L'avenir était devenu un brouillard impénétrable d'incertitude. La maison de Margot, une bâtisse centenaire dans le quartier de la Croix-Rousse, offrait la sécurité temporaire dont nous avions besoin. Louis explora le grenier rempli de vieux livres pendant que j'aidais ma sœur à préparer le déjeuner dans la cuisine chaleureuse. « Combien de temps devrons-nous nous cacher ?» demandai-je en épluchant des pommes de terre. Margot arrêta de hacher les oignons et me regarda directement. « Je ne sais pas, Claire. Philippe a dit qu'il essaierait de tout régler en une semaine, mais... » Elle laissa la phrase en suspens, et nous comprîmes toutes les deux que notre ex-beau-frère n'inspirait pas confiance dans ses promesses. Louis descendit les escaliers à ce moment, portant un vieil exemplaire des Misérables. « Je peux le lire, tante Margot ?» demanda-t-il, et ma sœur sourit tendrement. « Bien sûr, mon chéri. Victor Hugo a beaucoup écrit sur les gens qui ont dû se cacher pour survivre. » Je regardais mon fils, qui commençait à comprendre que notre situation avait des parallèles historiques, et je me demandais quel genre de personne cette expérience ferait de lui. 3 jours s'étaient écoulés à la maison de Margot, dans un silence tendu qui semblait aspirer l'air des pièces. Louis avait établi une routine étrange. Il se levait tôt, lisait Les Misérables à la fenêtre du grenier, en observant la rue, et prenait des notes dans un carnet qu'il avait trouvé. Quand je lui ai demandé ce qu'il écrivait, il a dit qu'il documentait notre aventure, au cas où nous aurions besoin de raconter notre version des faits plus tard. La maturité forcée de mon fils me brisait le cœur, mais me remplissait aussi de fierté. Margot essayait de maintenir une atmosphère légère, cuisinant des plats spéciaux et racontant des histoires drôles de notre enfance. Mais nous ressentions tout le poids de l'attente. Chaque sonnerie de téléphone nous faisait sursauter. Chaque bruit dans la rue nous faisait courir aux fenêtres. Philippe n'avait donné aucun signe de vie depuis l'appel initial, et cela m'inquiétait plus que toute menace directe. Son silence pouvait signifier qu'il était mort ou qu'il avait décidé de nous abandonner à notre sort. Le jeudi matin, Louis est descendu en courant, le visage pâle. « Maman, il y a un homme qui observe la maison depuis 1 heure, » a-t-il murmuré, pointant la fenêtre du grenier. Nous sommes montés ensemble, et à travers les vieux rideaux de dentelle,
J'ai vu une silhouette masculine appuyée contre le café de l'autre côté de la rue, faisant semblant de lire un journal mais surveillant clairement notre résidence. Margot a immédiatement appelé la police, mais quand elle a expliqué notre situation, l'opérateur a dit qu'il ne pouvait rien faire, à moins qu'il n'y ait une menace directe. Observer une maison n'est pas un crime, madame, a-t-il répété froidement. Nous avons raccroché frustrés et nous sommes assises à la table de la cuisine pour prendre une décision. Louis, étonnamment, a été le premier à parler. Nous ne pouvons pas rester ici éternellement. S'ils nous ont trouvés, nous devons bouger à nouveau. Sa logique était impeccable, mais mon cœur de mère refusait d'accepter qu'un adolescent réfléchisse comme un fugitif expérimenté. Nous avons décidé de partir en milieu d'après-midi, lorsque le trafic dans les rues de Lyon serait plus intense. Margot nous a prêté sa petite Peugeot et a insisté pour que nous allions à la maison de vacances de la famille, à Annecy, dans les montagnes. Là-bas, vous aurez le temps de réfléchir à la prochaine étape, a-t-elle dit en serrant Louis, comme si c'était la dernière fois. Le trajet de 2 heures a ressemblé à un film à suspense. Je conduisais nerveusement, vérifiant constamment le rétroviseur, tandis que Louis faisait office de navigateur et de sentinelle. À chaque péage, mon cœur s'emballait, imaginant que nous serions interceptés. Mais le paysage s'est progressivement transformé en collines, couvertes de vignobles, puis en montagnes majestueuses, couronnées de neige. Le lac d'Annecy est apparu comme un joyau bleu, serti entre les sommets alpins, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un soulagement authentique. La beauté naturelle contrastait fortement avec le chaos urbain que nous laissions derrière nous, offrant une promesse silencieuse de paix temporaire. La maison de vacances se trouvait sur une pente avec une vue panoramique sur le lac, une construction de bois et de pierre qui sentait le bois de chauffage et les vieux souvenirs. Louise a couru sur le balcon et a été extasiée par la vue imprenable. « C'est comme si nous étions dans un autre monde, maman », a-t-il dit. Et pour la première fois en 1 semaine, j'ai vu un sourire authentique sur le visage de mon fils. Nous avons passé le reste de l'après-midi à organiser notre séjour provisoire. Nous avons vérifié les serrures, trouvé des lampes de poche au cas où l'électricité viendrait à manquer, et j'ai fait l'inventaire des aliments, en conserve, laissés par d'autres visiteurs de la famille. Louis a découvert une guitare oubliée dans un placard et a commencé à jouer des mélodies qu'il avait apprises à l'école, remplissant la maison de musique pour la première fois depuis des mois. Assise dans le fauteuil devant la cheminée, observant mon fils jouer tandis que le soleil se couchait sur le lac, j'ai eu un moment de clarté. Peu importe ce que Philippe avait fait, je ne permettrai pas que cela détruise complètement notre chance d'être heureux. Pendant le dîner simple de soupe en conserve et de pain de la veille, Louis m'a surpris avec une question directe. « Tu aimes toujours papa ?» La question m'a prise au dépourvu, et il m'a fallu quelques secondes pour formuler une réponse honnête. J'ai aimé la personne que je pensais qu'il était, Louis. Mais découvrir qu'il nous a mis en danger a changé beaucoup de choses. Mon fils a hoché la tête pensivement, remuant sa soupe avec une expression trop sérieuse pour ses 17 ans. « Je suis en colère contre lui aussi », a-t-il finalement admis. « Mais je suis aussi inquiet. Et s'il était mort ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et je me suis levée immédiatement pour le serrer dans mes bras. Nous avons pleuré ensemble pour la première fois depuis le début de tout cela, libérant des jours de tension accumulés. Ce fut un moment cathartique qui nous a permis d'affronter la réalité. Nous n'étions pas seulement des victimes des circonstances, mais des survivants qui apprenaient à se faire confiance d'une manière complètement nouvelle. Dans le calme de la nuit alpine, avec Louis enfin profondément endormi pour la première fois depuis des jours, je me suis assise sur le balcon, contemplant les étoiles reflétées dans le lac miroitant. Le silence n'était brisé que par le son lointain d'un bateau de pêche et le chant doux des grillons sur les rives. Pour la première fois, je me suis permis de penser au-delà de la survie immédiate. Philippe pourrait ne jamais résoudre ses problèmes,
et peut-être serions-nous forcés de reconstruire nos vies, loin de Paris, loin de tout ce que nous connaissions. Mais en regardant à l'intérieur de la maison, où mon fils dormait paisiblement, avec Les Misérables ouverts sur sa poitrine, je réalisais que ce n'était peut-être pas nécessairement une tragédie. Nous avions découvert une force que nous ne savions pas posséder, une capacité d'adaptation et de protection mutuelle qui transcendait les problèmes créés par des tiers. Demain, j'appellerai un avocat spécialisé dans la protection des témoins. Je prendrai le contrôle de la situation au lieu de simplement y réagir. Notre fuite s'était transformée en quelque chose de plus puissant. Un nouveau départ. Le téléphone sonna à 6 heures du matin, coupant le silence matinal comme une lame. C'était Philippe, enfin. Sa voix était rauque, désespérée, presque méconnaissable. « Claire, où êtes-vous ? Il faut que je sache que vous êtes en sécurité. » J'ai hésité avant de répondre. Révéler notre emplacement pouvait être dangereux, mais l'angoisse sincère dans sa voix m'a émue, malgré moi. « Nous sommes cachés, Philippe. Qu'est-ce que tu nous as fait, bon sang ?» Le silence qui a suivi a duré une éternité. Louis est apparu dans la cuisine, réveillé par la sonnerie, et a fait des gestes pour savoir si c'était son père. J'ai acquiescé gravement tandis que Philippe a finalement parlé. Je me suis mêlée à des trafiquants. Je pensais que ce n'était que de l'électronique. Claire, je le jure. Quand j'ai découvert que c'était des armes, j'ai essayé de partir. Mais ils ne laissent pas personne partir. Maintenant, ils veulent me faire un exemple. Sa voix s'est brisée, et pour la première fois depuis notre divorce, j'ai ressenti une véritable pitié pour lui. Louis a tendu la main pour parler à son père, mais j'ai hésité, le protégeant instinctivement. « Papa ?» Louis a pris le téléphone avant que je ne puisse l'en empêcher. La conversation entre père et fils fut brève, mais intense. J'ai vu des larmes dans les yeux de mon garçon, tandis que Philippe expliquait sa situation avec des mots soigneusement choisis pour ne pas trop l'effrayer. « Tu vas bien ?» a demandé Louis, et mon cœur s'est serré. Philippe a promis que oui, qu'il négociait avec les autorités françaises pour témoigner en échange d'une protection. « Prenez soin l'un de l'autre jusqu'à ce que je règle ça », a-t-il dit avant de raccrocher brusquement. Louis m'a rendu le téléphone avec une expression bien plus mature que ses 17 ans ne le laissaient supposer. « Il pleurait, maman », a-t-il murmuré. « Je n'ai jamais vu papa pleurer avant. » Nous nous sommes assises sur le balcon, contemplant le lac, tandis que le soleil levant peignait les montagnes d'or. La conversation avait changé quelque chose entre nous. Nous n'étions plus seulement des victimes en fuite, mais une famille fragmentée, essayant de se reconstruire au milieu du chaos, créé par les mauvaises décisions de l'un de ses membres. Pendant le petit déjeuner, Louis m'a fait une proposition qui m'a surprise. Nous devrions appeler la police nous-mêmes, maman. Offrir notre coopération en échange de protection. Sa logique était impressionnante pour un adolescent. J'ai expliqué que j'y avais déjà pensé, mais que je craignais qu'il ne nous utilise tôt comme appât pour attirer Philippe. Mais si nous restons cachés pour toujours, quel genre de vie aurons-nous ? A-t-il rétorqué, et j'ai reconnu dans cet argument la même détermination obstinée que j'avais toujours admirée chez lui. Nous avons passé la matinée à chercher des avocats spécialisés dans la protection des témoins, utilisant le vieil ordinateur que Margot gardait dans la maison. Louis a pris des notes méticuleuses, organisant les informations comme un véritable détective. L'observer travailler m'a rempli de fierté et de tristesse simultanément. Mon fils était forcé de mûrir plus vite que n'importe quel enfant ne devrait le faire. À 11 heures, nous avons trouvé le nom de Maître Dubois, une avocate lyonnaise spécialisée dans des cas similaires. Nous avons décidé d'appeler après le déjeuner, une fois que nous aurions complètement organisé nos pensées et nos arguments. La conversation avec Maître Dubois fut révélatrice et effrayante à la fois. Elle a confirmé que notre situation était grave, mais a offert de l'espoir.
Si votre ex-mari possède vraiment des informations précieuses sur un réseau de contrebande d'armes, vous pouvez négocier une protection en échange de votre coopération. Elle a expliqué que le processus serait long et complexe, impliquant peut-être un changement d'identité et une relocalisation permanente. Louis a écouté toute la conversation en haut-parleur, posant des questions pertinentes qui ont impressionné l'avocate. « Votre fils a un esprit très lucide pour son âge », a-t-elle commenté. « Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain à Lyon, à son cabinet. Après avoir raccroché, nous sommes restés silencieux de longues minutes, assimilant les implications. Notre vie telle que nous la connaissions pourrait toucher à sa fin. De nouveaux noms, une nouvelle ville, peut-être même un nouveau pays. « Tu peux gérer ça ?» ai-je demandé à Louis. Il m'a regardé avec ce sérieux qui était devenu sa marque de fabrique ces derniers jours. « Si nous sommes ensemble, je peux gérer n'importe quoi, maman. » L'après-midi s'est déroulé en préparatifs pratiques pour notre rencontre avec l'avocate. Louis a suggéré que nous fassions une liste complète de tout ce que nous savions sur Philippe et ses affaires, y compris les dates, les personnes mentionnées et les changements de comportement que nous avions remarqués ces dernières années. Sa méthodologie m'a impressionné. Il abordait notre tragédie personnelle comme un problème académique à résoudre. Nous avons rappelé ensemble des épisodes qui, à l'époque, semblaient insignifiants. Des appels étranges que Philippe recevait pendant le dîner. Des voyages d'affaires soudains dans des pays qui n'avaient été pas de sens pour un importateur d'électronique. Des sommes d'argent inexplicables qui apparaissaient et disparaissaient de nos comptes bancaires. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt, ai-je murmuré, me sentant coupable de naïveté. Non, maman, a dit Louis fermement. La confiance n'est pas de la bêtise. C'est papa qui a choisi de nous mentir. Sa maturité émotionnelle m'a laissé sans voix. J'ai réalisé que quelle que soit la façon dont cette situation se résoudrait, mon fils en sortirait une personne fondamentalement différente, plus forte, plus sage, mais peut-être aussi plus méfiante envers les gens. Au crépuscule, alors que nous préparions un simple dîner de pâtes avec sauce tomate, Louis m'a posé une question qui m'a prise complètement au dépourvu. « Si nous pouvions revenir en arrière, aurais-tu épousé papa quand même ?» J'ai arrêté de remuer la sauce, considérant attentivement ma réponse. La question touchait au cœur de tout. Nos années de mariage, sa naissance, les bons moments qui avaient existé avant que tout ne s'effondre. « Oui », ai-je finalement répondu. « Parce que tu existes, Louis. Toutes les erreurs que ton père a commises, tous les mensonges et les problèmes ne changent rien au fait que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. » Il a rougi et a détourné le regard, mais j'ai remarqué un petit sourire se former au coin de sa bouche. Nous avons dîné dans un silence contemplatif, chacun perdu dans ses propres pensées, sur l'avenir et le passé. Dehors, le lac reflétait le croissant de lune. Et pour la première fois, j'ai senti que, malgré tout, nous allions traverser cette tempête ensemble, plus unis que jamais.